Bonjour à tous. On va commencer par nous présenter. Alors, honneur effectivement à vous. Je suis accompagné de Michael Lefebvre, qui est chef de projet au Muséel, à Louvain-la-Neuve, en Belgique, et Emmanuel Joly, qui est co-chef de projet, euh, euh, qui a travaillé sur effectivement notre projet de collaboration, en étroite collaboration avec Michael. Et moi-même, Ludovic Claus, je suis responsable de projet chez Skinsoft. Euh, et donc, je vais me permettre d'introduire un peu le propos d'aujourd'hui. On vous propose d'aborder la question de la gestion des collections sous un angle assez spécifique, qui est celui du musée universitaire. Et justement, on est ici pour parler de ce sujet et de le mettre un petit peu en perspective par rapport au projet que nous avons mené ensemble, du coup, puisque vous avez autour de cette table eh bien, les acteurs principaux de ce projet qui l'ont mené de quasi A à Z, même si évidemment Michael et Emmanuel ont pris, n'étaient pas là au tout début, mais voilà, ont suivi le projet quand même de manière assez active. Je vais simplement commencer par introduire la société Skinsoft, tout simplement pour vous présenter un petit peu de contexte et vous expliquer ce qui nous a un petit peu amené à travailler avec le Muséel. Et ensuite, je laisserai la parole à Emmanuel puis à Michael qui expliciteront un petit peu mes propos avec effectivement une introspective, si j'ose dire, sur voilà, ce qu'est le musée universitaire, ce qui fait un musée universitaire, quels sont ses enjeux et comment on y répond justement sous l'angle de la gestion des collections. Donc je représente Skinsoft. Donc nous, à la base, nous sommes éditeurs de logiciels, mais avant toute chose, laboratoire de recherche informatique spécialisé dans les solutions de gestion des collections. Et nous sommes amenés justement à travailler sur divers secteurs, donc les musées, bien évidemment, d'autres secteurs métiers. On travaille avec des cinémathèques, des fondations publiques, privées, fondations d'entreprises, des centres d'exposition. Donc un panel de partenaires assez large qui s'explique simplement par l'approche telle que Skinsoft l'a établie depuis ses origines, à savoir une approche qui se veut au plus près justement du métier. Et évidemment, quand on parle de gestion de collection, c'est une thématique qui revêt diverses réalités. On a la réalité musée au sens large, on a la réalité effectivement des musées universitaires, c'est évidemment le propos de notre intervention aujourd'hui, le propos des cinémathèques, des grandes entreprises. Voilà, donc la gestion du patrimoine, effectivement, obéit parfois à certains codes et ces codes varient d'un univers métier à un autre. Et donc, justement, je pense que c'est de cette approche un petit peu particulière de la gestion des collections qui nous a amené à nous rapprocher du muséel, puisque pour faire un très très bref historique de notre collaboration avec le muséel, nous avons commencé voilà, nos échanges il y a un certain temps déjà, en 2019, où le projet de remplacement voilà, des outils en place était déjà en gestation. Et on avait déjà quand même assez bien cerné voilà, le besoin qui, après, a été formalisé de manière formelle, à savoir un outil de gestion des collections qui puisse être à la fois moderne, jeune d'esprit, et surtout qui présente une certaine flexibilité pour pouvoir justement appréhender efficacement toutes les subtilités d'un musée universitaire qui est quand même marqué, bon, en l'occurrence dans le cadre du muséel, marqué par des collections très éclectique. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement Emmanuel en parlera de manière assez détaillée. Mais surtout l'empreinte, on va dire un petit peu didactique et la notion de recherche qui, on va dire, imprègne les collections et l'activité du musée, qui se retrouve au final dans la gestion des collections. Et donc c'était évidemment cette vision assez particulière qui devait transparaître dans le nouvel outil qu'il voulait implémenter. La collaboration, du coup, a été entamée en 2020. Et cela fait maintenant, on a mis effectivement à peu près 9 mois pour mettre en production leur nouvel outil de gestion des collections sur la partie musée. Et nous avons tout récemment voilà, travaillé sur une interface publique pour valoriser justement ces collections-là. Voilà pour un bref historique
de ce projet-là. C'était un beau projet et justement l'objectif aujourd'hui c'était de vous en présenter voilà, les grands axes, de vous en esquisser le contour, mais surtout voilà, du point de vue concret des acteurs du musée eux-mêmes pour qu'ils puissent vous présenter voilà, un petit peu les enjeux auxquels on a dû répondre ensemble. Voilà. Et je tiens d'ores et déjà, avant de laisser la parole à Michael et Emmanuel, je tiens à les remercier voilà, de leur participation aujourd'hui et de leur volonté de partager leur expérience en tant que musée universitaire avec vous aujourd'hui. Voilà. Emmanuel, je te laisse commencer. Eh bien, un tout grand merci Ludovic, merci d'être présent pour cette présentation. Alors, présentation qui va commencer évidemment par remettre en contexte ce musée. On ne va pas vraiment parler de qu'est-ce qu'un musée universitaire en tant que tel, mais qu'est-ce que notre musée universitaire, qu'est-ce que le musée, avec une histoire, comme vous allez le voir, extrêmement complexe, qui fait que notre musée a une diversité assez inédite de collections. Alors, cette histoire complexe, elle commence par... Il faut que ça fonctionne. Donc, petite vue intérieure. Mais notre histoire complexe, en fait, elle commence par tout d'abord une université qui est assez ancienne, hein, une université fondée, l'Université catholique de Louvain est fondée déjà au XVe siècle, hein, avec des allers-retours, avec des arrêts au cours de l'histoire. Mais le moment peut-être fondateur et le moment le plus important pour notre discussion, c'est 1968. Alors ici, c'était plutôt le quartier latin, c'était mai 68. Chez nous, c'était le Wallenbuiten. L'université catholique de Louvain, de Leuven, donc dans la ville flamande de Leuven, était une université bilingue. Et les Flamands en ont marre de voir les francophones parader dans leur ville, avec une université en propre. Du coup, la branche francophone de l'université est littéralement jetée dehors de la ville de Louvain. Alors ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, mais... il faut mettre en place des choses pour créer en fait deux institutions. Et en 1970-70, l'université catholique de Louvain francophone est séparée de l'université catholique de Louvain, maintenant qu'ils s'appelle Catholic Universiteit Leuven. Mais il faut également avoir évidemment un nouveau site sur lequel s'installer, ce qui ne se fait pas immédiatement. Et pendant tout ce temps, on prépare évidemment la division des enseignements, mais également la division des collections artistiques, didactiques, ethnographiques que l'institution possédait. On va faire à peu près une division, ça dépend des collections, mais 2 tiers pour les flamands, 1 tiers pour les francophones, d'après ce qu'on peut voir des archives. Ça marche pas tout de suite. En 1972, la nouvelle université de Louvain est implantée dans une ville nouvelle, une ville qui est créée uniquement pour l'université, hein, Louvain-la-Neuve. Et progressivement, les collections qui ont été attribuées à cette nouvelle université vont être transférées sur le nouveau site. Sous l'impulsion d'un professeur, Ignace van de Vivere, un musée va voir le jour au sein de l'institution, au sein de l'Institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie. Il s'appelle donc le musée de Louvain-la-Neuve. Il est installé dans ce bâtiment, le collège Erasme, et ce musée va connaître une expansion assez rapide au cours des 30 années qui nous séparent donc de la fondation de l'université, enfin la fondation de l'université jusqu'au début des années 2000. On va presque quadrupler nos collections. Alors, le musée commence à se faire petit et quelques projets de déménagement sont évoqués, mais jamais vraiment mis en œuvre. Et donc, il faudra attendre 2017 pour que le musée, rebaptisé maintenant donc Muséel, s'installe dans des nouveaux locaux. Ces nouveaux locaux sont ceux de l'ancienne bibliothèque des sciences. Donc c'est un bâtiment, vous le voyez, d'une grande envergure. C'est un bâtiment qui a dû évidemment être mis aux normes pour la conservation
des œuvres. C'est toujours un challenge aujourd'hui, hein. C'est pas un bâtiment qui était prévu pour cela à la base. C'est un bâtiment brutaliste de l'architecte André Jacquemin, en béton, avec ce que ça comporte comme problème en termes de gestion de l'environnement intérieur, etc. Mais c'est d'autres questions. Mais surtout, également, création d'une scénographie originale qui reflète en fait la diversité des collections que je vous présenterai après, pour pouvoir mettre en œuvre en fait un musée qui était essentiellement à la base plutôt un musée d'histoire de l'art, pour qu'il s'ouvre en fait à l'ensemble de l'université, à l'ensemble de ses composantes et surtout à l'ensemble des collections qui y sont conservées. Donc un parcours muséal original est mis en œuvre, orienté autour de 5 thématiques principales, 5 thématiques sur ce qui sont appelées élans, sur ce qui pousse donc les hommes et les femmes à inventer, à créer. Et donc ces 5 thématiques sont s'étonner, se questionner, transmettre, s'émouvoir, s'émerveiller et contempler. Avec, par exemple, ici un cabinet de curiosité qui est un peu l'essence même du musée, de ce musée, qui représente un peu toutes ces caractéristiques et toute la diversité des collections. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait que ces collections se sont accumulées au fil du temps. Donc, on a l'héritage des collections universitaires, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc les fonds anciens et les collections scientifiques qui sont venues s'ajouter. Mais surtout, en fait, l'ADN du musée, c'est aussi ses anciens étudiants, c'est aussi les personnes qui étaient attachées à l'institution, alors même l'institution antérieure à la création, donc l'ancienne institution bilingue. Et donc de nombreuses donations et de dépôts de particuliers font une grande partie en fait de notre patrimoine. Et continuent de le faire. Donc on continue à recevoir des donations ou des intentions de donation qu'on accepte pas toujours aujourd'hui, parce que parfois des problèmes éthiques se posent autour de certaines collections, mais voilà. Mais ce sont souvent donc des collectionneurs passionnés, des professeurs et des chercheurs qui donc nous offrent de nouveaux objets à intégrer dans nos collections. Alors qu'est-ce qu'on a dans nos collections? Pour ne pas parler immédiatement d'histoire de l'art, on a des collections scientifiques faites d'animaux empaillés ou épinglés, de collections géologiques, paléontologiques, mais également d'instruments de mesure, microscopes, etc. Je ne saurais pas tous vous les citer. Alors, par sa fonction de musée d'histoire de l'art, on a ici beaucoup une belle collection antique, en particulier en ce qui concerne les vases. On a de très beaux vases grecs. Collection d'art ancien, alors là qui parfois remonte très tôt dans l'histoire de l'université, avec des peintures, des sculptures, de la céramique. Évidemment, une grande partie de nos collections sont formées également de nos collections artistiques, concernent l'art moderne et contemporain. Alors on possède 2 Delvaux, un Magritte, mais également des artistes belges, des œuvres d'artistes belges comme Van der Waals, c'est bien ça, qui est toujours vivant par exemple, et qui fait parfois des présentations dans le musée. Et parfois ce sont même les artistes qui nous offrent des œuvres directement. Donc il y a vraiment un attachement direct du musée avec la société. Magnifique collection d'estampes qui, elle, provient des fonds anciens, mais aussi essentiellement d'une grande donation des années 90, 90. Donc fondation Rouir, qui nous donne par exemple une tauromachie de Picasso complète. Nous avons des Dürer. Alors, peut-être plus, bon, je crois que beaucoup de musées en ont, mais très spécifique et également un musée universitaire, c'est la collection de moulage. Alors là, ce sont des collections qui étaient évidemment à but didactique, qui servaient directement dans les cours et qui donc nous ont été léguées. Donc ce sont des reproductions d'œuvres qui se trouvent dans les plus grands musées du monde et qu'on veut véritablement valoriser. On a par exemple une galerie de moulage qui est parfois accessible dans des visites très, très précises. Il s'agit également de moulage à caractère paléontologique ou scientifique.
pas uniquement artistique. Alors, un peu plus spécifique, une grande collection d'art populaire qui compose en fait la toute grande majorité de nos collections, et notamment on possède 32 000 objets, mais 11 000 images de piété, un magnifique fonds d'images de piété donné. C'est une donation, cette fois-ci par un couple, le couple Boyadjian qui nous a offert donc cette magnifique collection. Alors, une collection technologique qui sert toujours en grande partie à des TP, par exemple, en archéologie ou en histoire de l'art. Ça, c'est assez intéressant. Et alors, une collection d'art et objets extra-européens, récoltés souvent au début du XXe siècle par... donc, on est une université catholique, avec évidemment des liens avec les missionnaires qui se trouvaient au Congo belge, notamment. Et donc, énormément d'objets qui nous sont parvenus grâce à... Enfin, grâce. Évidemment, aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui doit être menée autour de cette collection. Mais voilà, on l'a entre nos murs et on essaie de la valoriser tant bien que mal. Et c'est une très belle collection. Nos missions, elles sont celles d'un musée public. C'est un musée qui est ouvert vers l'extérieur, c'est un musée qui est ouvert au grand public, et donc notre mission de donner à voir nos collections, elle est évidemment bien remplie par ce musée universitaire. Et beaucoup plus que lorsqu'il était compris dans les bâtiments de l'université, il était compris dans une bibliothèque d'histoire de l'art. Aujourd'hui, il est vraiment indépendant et il se trouve accessible à vraiment un grand public en dehors de... Il n'est pas aussi intimidant qu'il l'était avant. Donc, nous devons évidemment mettre en place la médiation auprès des publics fragilisés, auprès des plus jeunes, et nous le faisons. Nous avons également des obligations autour de la conservation. Mais sans doute ce qui fait le plus l'ADN de notre musée universitaire, et d'un musée universitaire sans doute, c'est le lien intime, comme on l'a vu, entre l'université et ce musée, et son patrimoine. Et on doit le conserver, ce lien intime. Et donc il est important pour notre musée de mettre en place un environnement, un environnement pour le public de l'université, les enseignants, les chercheurs, également pouvoir produire des choses vers l'extérieur qui sont en lien avec l'université. C'est ce qu'on va découvrir ici avec Michael, donc ce lien intime entre l'université et le musée, et comment nous, en tant qu'institution muséale, nous devons gérer ce lien, grâce notamment aux outils que Skinsoft nous donne. Voilà, je passe la... Merci Emmanuel. Donc je vais enchaîner avec un cas. En fait, ce qui forme la spécificité de notre musée universitaire, c'est la gestion des projets d'enseignement et de recherche, qui a joué un rôle important dans la configuration et dans le marché, la configuration des outils avec Skinsoft. Alors, en tant qu'université, le rôle de l'UC Louvain est de former les étudiants donc dans le cadre de l'enseignement, mais aussi de produire de la recherche scientifique via les chercheurs. Donc, elle se base sur toute une série d'outils comme les bibliothèques, les laboratoires, mais aussi sur le musée universitaire, le muséel, qui n'a pas seulement pour mission d'être le gestionnaire des collections, mais aussi d'être un lieu d'enseignement et de recherche, et d'être en quelque sorte un musée-laboratoire. Et cette reconnaissance comme laboratoire de recherche est établie au sein de l'université, parce qu'on est considéré comme une plateforme technologique, au même titre que d'autres organismes dans l'institution, qui nous confèrent la possibilité de pouvoir accueillir de façon sérieuse, on va le dire, les projets d'enseignement et les projets de recherche. Alors, un point important lorsqu'on s'est lancé dans le projet de développement et d'implémentation du logiciel, c'était le contexte qui est lié au musée L en tant que tel. C'est qu'on a un service aux collections, donc qui, comme tous les autres services aux collections, gère
gère la conservation et la documentation, mais c'est le rôle principal de notre service. On n'a en réalité pas de conservateurs des collections, donc de personnes qui vont étudier directement les collections. On a des référents collections qui ont des domaines de spécialité, mais ce sont des personnes qui sont issues des différents services du musée, donc service exposition, service médiation, et donc ils n'ont pas le temps, pas le temps ou pas assez de temps pour pouvoir étudier les collections. Ce qui fait qu'on va donc profiter, entre guillemets, de toute cette expertise et qu'il existe au sein de l'université pour essayer de développer des projets de recherche et d'enseignement. Pour ça, on se base sur, en 2 mots, sur un cluster ERP, en fait, que c'est un groupe qui est lié au musée qui va être chargé d'administrer les différents projets, d'assurer les demandes et le suivi. Ensuite, d'un point de vue pratique, c'est ça le service de collection qui va s'en occuper. Pour nous, la gestion des projets ERP, donc pour enseignement, recherche, publication dans l'outil de gestion des collections, dépend de 3 conditions. Donc, c'est pouvoir mettre à disposition l'ensemble des collections, de pouvoir assurer la traçabilité des projets, c'est-à-dire d'assurer le suivi et la gestion de ces projets au sein de l'outil, et enfin de pouvoir avoir une vision en temps réel sur les différents objets. Ces 3 conditions vont avoir leur place dans l'outil de gestion des collections qu'on a développé, qu'on a mis en place avec Skinsoft. Alors d'une part, donc l'inventaire complet, la mise à disposition des collections via l'inventaire complet dans un seul outil. Donc ça, c'est toute institution muséale doit avoir un outil, un inventaire informatisé. Alors au niveau du muséal, en fait, jusqu'il y a peu, on n'avait pas un seul outil, un seul inventaire, mais un inventaire principal et différents inventaires secondaires qui étaient soit sous format FileMaker Pro, soit sous Excel, ce qui empêchait l'interopérabilité entre les différentes bases de données et l'accès aux données des collections. Donc avec Skinsoft, grâce à Skinsoft et l'expertise de leurs ingénieurs documentaires, on a procédé à la migration de ces différents inventaires dans un seul inventaire. Donc il y a un chantier important qui a été fait au niveau du service aux collections, dans la normalisation des données, le nettoyage des champs, le mapping des champs, mais aussi la constitution de différents thésaurus et vocabulaires contrôlés qu'on a dû réunir et qu'on a dû créer spécifiquement pour le musée et pouvoir intégrer à l'outil de gestion des collections. Un autre aspect important était de pouvoir, vu la diversité des collections, de pouvoir s'adapter, d'avoir un logiciel qui permet de s'adapter à la typologie. Donc d'avoir un réservoir de champs qui permettait de documenter de façon très précise les collections. Donc, par exemple, pour les moulages, la spécificité au musée pour notre collection de moulages, c'est de renseigner à la fois les moulages, mais les éléments, les œuvres d'origine, et de pouvoir les documenter facilement dans S-Museum. Voilà, donc avec Skinsoft, on a mis en place une notice d'objet qui permettait de réaliser l'encodage de ces moulages. Un autre aspect important, un autre projet important pour la mise à disposition des collections via l'inventaire, c'était de réunir l'ensemble de la documentation, donc à savoir la photothèque, les archives numériques, enfin les archives des anciens fonds numérisés, et la bibliographie et les ressources documentaires. Là également, un travail a été fait en interne au musée pour migrer l'ensemble de notre photothèque, la réorganiser et faire en sorte que cette réorganisation, que cette hiérarchie des différents dossiers puisse se retrouver dans S-Museum. Ce travail de fond sur les photos, à la fois de contexte et d'inventaire, a permis aussi de réaliser, de compléter la couverture photographique de nos objets et aussi de les intégrer à S-Museum. Au niveau de la bibliographie et des ressources documentaires,
L'intérêt du logiciel réside en fait dans la possibilité d'encoder via des notices bibliographiques la documentation qu'on avait dans nos collections qui concernait les objets et de pouvoir les lier aux notices d'objets directement via des liens. Là aussi, au niveau, le musée a décidé de numériser toute la documentation qui concernait directement nos objets, donc des articles scientifiques publiés dans notre revue ou des parties de livres qui concernaient les objets de nos collections. Donc, cette documentation qui a été numérisée était intégrée dans S-Museum et aussi via ce même principe de notices bibliographiques, on peut lier des médias avec des notices puis les intégrer aux différents objets. Le dernier point important pour la mise à disposition des collections auprès des chercheurs et dans le cadre des enseignements, c'était de pouvoir, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est la question de la régie de la localisation en temps réel des objets, qui était une demande du musée d'assurer une gestion efficace et mobile de la régie des collections. Alors, dès la constitution de l'inventaire, en fait, le projet de mise en place de l'outil de gestion des collections concernait aussi le développement d'un portail des collections pour les différents publics. Donc la question s'est posée en fait dès le départ de donner accès à nos collections à l'extérieur, soit en interne via l'inventaire ou via un portail des collections. Donc c'est le deuxième choix qui a été décidé. Donc pour ça, on a mis en place avec Skinsoft un portail des collections qui a fait l'objet d'un développement durant la dernière année et auquel j'ai participé de façon plus approfondie. Donc l'idée, c'était de donner accès à un portail qui soit assez simple d'utilisation avec une interface de base, qui ait un environnement graphique agréable, et de donner accès à la totalité de notre inventaire aux chercheurs et aux étudiants et aux professeurs. Donc les fonctionnalités qui étaient demandées, c'est de pouvoir réaliser des recherches simples avec la possibilité de filtrer sur des facettes, la possibilité de réaliser des recherches avancées, multicritères, la constitution de paniers d'œuvres et les exports de données via des PDF, soit via les paniers d'œuvres, soit directement via les notices d'objets. Alors l'intérêt du logiciel qui permet, enfin des portails des collections et de SkinWeb en fait qui permet de gérer les portails et notre portail et la souplesse d'utilisation. En fait, l'intérêt c'est qu'une fois le portail livré, on a un contrôle sur la quasi-totalité du site web, donc on peut mettre à jour les contenus, mais on peut aussi gérer les données en elles-mêmes, donc les champs qu'on choisit d'envoyer sur le portail, les médias, donc et le nombre de médias qu'on choisit d'envoyer sur le portail, et la façon dont ces données vont s'afficher. Alors pour le service aux collections, il était important, via le logiciel, de pouvoir suivre les différents projets d'enseignement, recherche et publication. Alors, il y en a de différentes formes. Il y a différentes activités qui sont organisées au musée. Au niveau de l'enseignement, le musée sert de lieu d'accueil pour les cours. Il y a Emmanuel en a parlé, les collections servent comme support didactique. Et dans le cadre de séminaires ou de cours, les étudiants sont amenés à travailler sur des projets, des travaux, des présentations ou des expositions. En ce qui concerne la recherche, le musée souhaite ouvrir les collections pour les projets de recherche, que ce soit des mémoires et des thèses de doctorat, mais aussi de lancer des collaborations autour d'expositions, mais à partir de recherches qui ont été mises en place au niveau du musée. Et enfin, le dernier aspect important en ce qui concerne les activités, c'est la publication. Il faut savoir que le musée publie peu
publie peu de publications scientifiques. Et donc, via notamment le portail des collections et les demandes des projets ERP, c'est de pouvoir, entre guillemets, combler ce déficit et de pouvoir suivre les projets, donc, et de pouvoir lancer des projets de publication sur nos collections. Donc, au niveau de l'outil de gestion, on devait mettre en place, Skinsoft devait mettre en place un outil qui permettait d'encoder, gérer ces projets au fur et à mesure de leur évolution, de documenter ces projets et de laisser surtout une trace dans l'outil. C'est d'autant plus important que l'outil devait être que ces projets les informations sur ces projets sont utilisées par les différents services. Donc l'accès aux renseignements devait se faire via un outil de gestion qui soit transversal et accessible pour les différents services. Donc une fois ces projets gérés, une fois ces projets terminés, l'intérêt pour le service aux collections est de réutiliser toute cette mine d'informations et en alimentant le portail des collections en nouvelles informations via le logiciel S-Museum, d'améliorer les supports de médiation pour le service à la médiation, le service au public, et de produire des publications de qualité, soit sur papier, soit en ligne. Je pense que tu voulais reprendre. Oui, voilà. Dernier point, c'était donc la vision en temps réel. Donc vision en temps réel de nos collections. Donc ces collections qui servent directement aux projets de recherche, aux projets didactiques. Donc c'est pouvoir facilement remettre la main dessus, évidemment. Surtout qu'on ne possède pas toutes nos collections au sein même du musée. Il y a des réserves externalisées, etc. Donc il faut pouvoir avoir une bonne vision de ce qui est à quel moment. Et les logiciels, l'environnement, l'écosystème Skinsoft nous permet en effet donc de pouvoir gérer en temps réel où se trouve tel objet, s'il se trouve dans l'exposition permanente, où est-ce qu'il se trouve en réserve, dans quelle réserve, et donc de pouvoir les mettre à disposition s'il y a des demandes, assez rapidement à disposition s'il y a des demandes, donc des professeurs, des chercheurs ou des étudiants. Il faut aussi savoir qu'il y a énormément d'objets qui sont utilisés directement par l'université. On a aussi je ne sais pas comment on appelle ça en France, il y a ce dépôt national où les ministères peuvent aller chercher. Nous, c'est à peu près la même chose. L'université peut venir prendre dans nos réserves pour mettre un tableau chez monsieur le recteur, le directeur de l'université. Donc il faut pouvoir savoir ça, et puis on doit pouvoir aussi gérer toute la conservation de ces œuvres qui partent dans des bâtiments qui ne sont pas sous notre contrôle. Et donc c'était essentiel d'avoir ça en main et de pouvoir, via notamment la tablette, un système donc Skin Reporter, c'est ça, de pouvoir faire des constats d'état sur place. Donc voilà, connaissance en temps réel de la localisation et de l'état de conservation de nos objets est un élément essentiel dans ce travail autour de nos collections et de leur mise à disposition de la communauté universitaire. Et en quelque sorte, pour terminer, c'est vraiment un cercle vertueux. Vous avez ici toutes les forces en présence, le musée, l'université, mais également les différents systèmes que Skinsoft nous donne. Donc, avec le premier, S-Museum, etc., c'est plutôt tout ce qui concerne la gestion de notre part, et SkinWeb, c'est ce que l'on va, donc c'est le portail des collections, c'est ce que l'on va donner à avoir vers l'extérieur. Et donc, autant S-Museum alimente donc le musée, alimente le portail des collections. Ce portail des collections revient vers l'université qui peut avoir comme ça une vision de ce que l'on possède dans nos collections. Et cette université va produire des travaux, va produire des expositions, des thèses, des mémoires qui vont être renvoyés vers le musée, qui lui va pouvoir les réimplémenter au sein
de l'inventaire des collections. Et ensuite, le mouvement va se faire dans l'autre sens. Et donc ce cercle vertueux, finalement, bénéficie à tous. Enfin, surtout à nous, peut-être pas à vous. Voilà. Et donc en conclusion, ben voilà, le musée avait vraiment besoin d'un écosystème unique pour mener à bien les missions classiques du musée. Hein. Donc on n'a pas parlé, mais voilà, tout ce qui est exposition, médiation au public scolaire, etc., est évidemment pris en compte par cet outil. Et la gestion transversale des services qui est aussi importante. Donc vraiment, tous les services pourront avoir accès au système, pas uniquement au service des collections. Chacun pourra vraiment y mettre du sien. Mais alors, donc, il faut surtout, ce système se met surtout au service d'un environnement dynamique. Voilà, je vous ai mis une phrase un peu compliquée, mais ça fait parfois bien. Fait de synergie et d'un cercle vertueux de collaboration qui correspond donc au double ADN d'un musée universitaire et public. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions, donc je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste pas mal de temps. Alors s'il y a des questions, nous vous écoutons. C'est ça, oui. En fait, on a commencé la collaboration en octobre 2020. On a terminé le projet musée avant l'été 2021. Oui, c'est ça. En fait, voilà. Mise en production des muséums et des logiciels qui concernent la gestion des collections, c'était en août 2021. Alors, le portail des collections était déjà en cours de développement, mais pour l'aspect graphique. Et voilà, les derniers mois ici ont été centrés sur cet aspect-là du projet. Qui est un gros projet hyper important pour le musée, donc pour l'accessibilité de nos collections vers l'extérieur. Donc l'université, je disais tout à l'heure, l'enseignement, la recherche, les étudiants, mais aussi vers l'extérieur de l'université. On ne reste pas cloisonné sur l'université. Je rajouterais juste que justement ce projet portail qu'on a finalisé, on va dire, dans la forme, sera amené à être publié dans plusieurs mois. Alors ça, c'est encore en discussion. C'est encore en discussion, parce que voilà, j'en ai pas parlé, mais le portail donne accès à la totalité de l'inventaire, mais on développe aussi une rubrique pour des publications scientifiques sur nos collections qui seront exclusivement en ligne, en open access. Et donc à ce niveau-là, au niveau du musée, du service exposition et édition, on travaille à la réalisation des balises. Alors actuellement, la sortie officielle du portail est prévue en septembre 2023. Mais voilà, en fonction de l'avancée, nous ne sommes pas opposés à une sortie officielle un peu plus tôt. On verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ça se calque sur la rentrée universitaire, en fait. Oui, c'est voilà, ça a vocation. Oui, de suivre les cycles de l'université. Alors la migration en elle-même, en fait, on est parti de, comme l'a dit Michael, il y avait un certain nombre d'inventaires en fait qui reflètent l'éclectisme des collections du musée. Donc en fait, ça a été une approche un petit peu hybride, c'est-à-dire que Skinsoft a pris une part de la migration et il y avait un accompagnement à l'import effectivement sur certains inventaires. Mais le travail a été fait en étroite concertation, c'est-à-dire que forcément on passe par des phases déterminées pour, dans un premier temps, assurer la juste correspondance entre justement tous les champs des inventaires existants avec les champs de destination dans la nouvelle solution, où effectivement on va retrouver un inventaire unique avec des sous-ensembles, si j'ose dire, pour justement refléter ces différentes collections. Et une fois cette phase de mapping, pour prendre une terminologie un peu plus technique, est effectuée, effectivement, le développement de la migration a été effectué sur un peu plus de 2 mois.
Puis après, les équipes du musée, elles, ont entrepris les vérifications. Et puis, il y a eu effectivement une part d'import que le musée elle, a pris effectivement à sa charge, où Skinsoft a été justement plutôt, on va dire, le garant ou le guide, on va dire, sur la bonne tenue de ces imports-là. Et actuellement, voilà, l'inventaire des collections n'est pas encore tout à fait complet, donc on a à peu près 32 000 œuvres, mais il reste certaines acquisitions récentes à importer. Donc là, on fonctionne via le système et la solution qui est proposée par Skinsoft. Donc c'est des tableaux Excel qui sont préparamétrés, qui sont reconnus par l'application, qu'on complète. On suit les normes établies par Skinsoft, on complète le tableau Excel et c'est le musée qui peut importer ça très facilement. Alors, en fonction de ce qu'on a fait et introduit dans la base de données, le logiciel détecte automatiquement s'il y a des erreurs, est capable de nous situer assez précisément les endroits où on a fait des erreurs. Et puis, on peut compter de toute façon en amont sur voilà, en cas d'import, si on veut que les choses soient faites correctement du premier coup, on peut toujours se tourner vers les équipes techniques de Skinsoft qui va faire les vérifications et éventuellement réaliser l'import lui-même. Oui. Des interconnexions prévues avec d'autres systèmes documentaires, type bibliothèque universitaire ou d'autres réserves de notices bibliographiques dans un environnement institutionnel proche, de façon à avoir une interface Alors, au niveau des objets, donc des œuvres du musée, actuellement non, mais on aimerait relancer la collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, en tant que musée public, notre autorité de tutelle est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui possède un portail pour l'ensemble des musées en fédération qui s'appelle numérique.be. On a déjà un certain nombre d'objets qui sont présents et voilà, on aimerait continuer la collaboration avec eux. Donc, on prévoit à l'avenir mais là, ce sera sous forme d'export plutôt que d'interopérabilité ou de moissonnage automatique, de continuer la collaboration et d'envoyer nos données sur ce portail. Oui, qui sont des modalités de toute façon dont on a les bases techniques en soi. Donc voilà, bon, Skinsoft en soi accompagne les musées aussi sur des problématiques similaires, que ce soit sur le portail POP, Joconde, etc. Donc effectivement, ces discussions-là, on pourra les mener en concertation ensemble à l'avenir. Mais c'est vrai que dans le cadre du projet en lui-même, il n'y avait pas d'interconnexion ou d'export de prévu, en tout cas du moins dans le périmètre de base. Oui. Par rapport à la France, on n'a pas d'obligation on n'a pas de base de données comme Joconde et donc pas d'obligation à envoyer nos données vers une base de données qui chapeaute, fédérée, voilà. On n'a pas Skinlibris qui est la solution, je crois, pour les bibliothèques, mais on utilise un module qui était proposé dans S-Museum, qui est la bibliographie. Et donc on a des notices types pour encoder de la bibliographie qui est assez complète. Donc on peut faire de l'indexation sur des auteurs, des titres, des références. La bibliothèque qui fait partie aussi d'un projet en parallèle de développement, hein, si je ne me trompe pas, à l'échelle du musée. Oui, mais la bibliothèque notre bibliothèque du musée va intégrer la base de données des bibliothèques de l'université, qui elle fonctionne évidemment sous une autre forme. Donc, par contre, ce que l'on a dans notre système, c'est des dépôts de l'université, qui proviennent d'autres institutions, notamment les archives. Donc, on a des objets qui ne nous appartiennent pas, mais que l'on fait entrer dans notre système parce que ils font partie, en fait, puisque l'université a notamment les bibliothèques de l'université, la réserve précieuse, mais parfois a fait voir en fait ses collections chez nous. Et donc, on peut comme ça aussi enregistrer ces objets-là dans notre base de données. Voilà, après, du point de vue de la solution de gestion de collection, après le champ des possibles est ouvert. Hein. Donc après qu'il s'agisse de venir moissonner des données
comme on le ferait par exemple en France de la BNF ou venir exposer des données sur une plateforme fédérée. C'est autant d'options voilà, qui sont potentiellement sur la table. Merci à vous pour votre écoute.